Bonjour tout le monde, c'est Jessica, courtier immobilier commercial chez PMML, également première vice-présidente. Aujourd'hui, on est présentement au forum sur l'investissement multilogement à Montréal, au Palais des Congrès. J'ai l'honneur d'avoir avec moi Julien Jérémy. Donc, bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Julien, parle-moi un petit peu de ton parcours en tant qu'investisseur immobilier. On a fait quand même plusieurs transactions ensemble dans la région de l'Estrie, donc je trouvais ça important aujourd'hui qu'on en parle. Je viens d'animer un panel justement sur le développement en région, donc je trouvais ça bien qu'on continue la petite discussion qu'on avait tout à l'heure. Tout à fait. Donc, je suis investisseur immobilier depuis 2018. On a commencé notre carrière d'investissement à Sherbrooke, malgré qu'on était de Montréal. On investit dans l'optimisation de multilogement, c'est par ça qu'on a commencé. Puis maintenant, on commence un petit peu le développement de terrain, justement, dans le panel que tu as animé. Développement de terrain, construction neuve, l'ajout de logements sur le marché. Vu que l'optimisation s'en vient de plus en plus difficile du fait qu'il y a de moins en moins de logements disponibles. Donc, la clientèle reste beaucoup plus dans les logements qu'il y a 3-4 ans. Ouais. Et donc, on a dû s'adapter un petit peu au marché à Sherbrooke. Effectivement. Puis ton bagage en tant que... Tu sais, par où tu as commencé? Est-ce que tu as fait des formations pour te rendre dans le multilogement? Tu sais, qu'est-ce qui t'est venu, cette passion-là, là? Complètement. Dans le fond, moi, j'ai fait mes études à l'école comme estimateur en construction et gérant de projet. OK. Ça, j'ai travaillé dans la construction pendant 12 ans, à Montréal, notamment dans les toitures, où on faisait des travaux majeurs de rénovation de toitures commerciales et industrielles. Et en 2018, j'ai eu un changement de carrière pour m'orienter dans l'investissement immobilier en cherchant quelque chose qui me permettait d'être travailleur autonome, d'avoir une certaine flexibilité dans le temps puis dans le travail qu'on faisait. Et c'est là où j'ai trouvé l'investissement immobilier intéressant avec ma conjointe Elisabeth. On a fait des formations au début, on a fait des formations en Ontario parce qu'on ne trouvait pas grand-chose au Québec. Ah ouais? Puis après, on a suivi des formations avec le CIQ, avec la MREX. On a suivi pas mal de formations. Ça ressemble à quoi, les formations en Ontario? Mettons les noms ou les programmes. C'était avec Legacy Education, ça s'appelle. OK. Ça, c'est l'école qui est faite par Père riche, Père pauvre, OK. de Robert Kiyosaki. Puis, dans le fond, ça ressemble beaucoup au CIQ. Fait que ça va te montrer comment tu achètes un immeuble de A à Z. Fait que vraiment, la base de l'immobilier, comment faire une offre d'achat, comment être capable de gérer un immeuble, d'avoir des informations, comment tu t'entoures au départ. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés par la suite parce que Exact. tu crées comme ta power team autour de toi avec ton courtier immobilier, tes courtiers hypothécaires, les inspecteurs, évaluateurs, toutes les personnes qui vont graviter autour de toi en immobilier et qui vont t'accompagner, te soutenir dans ce que tu fais en tant que tel. Exact. Puis au niveau, là, tu parles de On, Élie. Parle-moi un petit peu de tes partenaires. Comment tu as formé ça au fil des années? Là, je pense que tu as différents partenaires, autant personnels avec ta conjointe qui est ta partenaire, autant avec d'autres investisseurs. Complètement. Dans le fond, nous on s'est structuré, en fait, Elisabeth et moi, on a parti Groupe Acéron, que c'est notre entreprise de construction puis d'investissement immobilier de base. Donc, nous, on a bâti notre parc immobilier. Fait que le premier 3 ans de notre carrière, on a investi juste Elisabeth et moi. OK. Fait qu'on a acheté 7 immeubles dans 3 ans, dans les 3 premières années, en fait. Avec les fonds qui venaient quand tu faisais des toitures? Exactement, OK. avec toutes les économies qu'on avait mis de côté à l'époque. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de mise de fonds pour commencer. Fait qu'on a commencé avec 120 000 $ et on a investi, exactement. On a Pour commencé ça, à investir. Sherbrooke, finalement. Exactement. Parce que quand on regardait, nous on était de Montréal, fait qu'on regardait à Montréal, mettons des triplex, quadruplex, c'était 100% de nos fonds que ça requérait pour faire le projet, puis après on était gelé à faire ce projet-là. Fait qu'on avait choisi Sherbrooke parce qu'on était capable de faire des 6 logements, 7 logements, et on a utilisé très rapidement le prêt privé pour continuer à acheter des immeubles. Donc on est parti Groupe Acéron, c'est ça, en 2018, et on a investi les 3 premières années, juste Elisabeth et moi. En 2021, on avait fait la meute multilogement avec la MREX. Et là, on a rencontré beaucoup d'autres personnes qui faisaient la même chose qu'on fait. Et au début, on était vraiment très seuls dans ce qu'on faisait parce qu'on n'avait pas nécessairement de partenaires ou on n'avait pas d'amis qui faisaient la même chose que nous. Donc, c'était là où c'était un peu difficile d'échanger. Un peu le réseau aussi de ce que tu avais versus les gens que tu as rencontrés. Là. Complètement. Et suite à la meute multilogement qu'on a fait, on a trouvé d'autres partenaires qui avaient les mêmes affinités avec nous, les mêmes principes d'investissement, la même type de projet qu'on voulait faire et la qualité de ce qu'on voulait livrer. Et là, on a parti en premier partenariat pendant la cohorte qu'on avait avec Richard et notre groupe Jonathan. Et fait que avec eux, on est toujours en cours d'investissement.
suite à ça, on a parti un autre partenariat à la fin de la meute avec 5 partenaires, ça s'appelle Victoria. Et là-dessus, on est toujours en acquisition à l'heure actuelle. Je pense que vous avez aussi chacun vos points précis. Là. Vous ne faites pas toutes la même chose. Il y en a un qui est dans les chiffres, il y en a un qui est comptable, il y en a un qui s'occupe de la gestion immobilière, il y en a un de la construction. Je sais, on a fait des transactions ensemble, puis justement, pendant les visites, vous avez chacun votre point là, que vous regardez de votre côté. Oui. Conte-moi un petit peu complètement vos affinités là, dans le partenariat. Dans le fond, nous, ce qu'on avait fait avec Elisabeth, c'est qu'on avait établi c'était quoi nos forces, nos faiblesses, puis notre range de ce qu'on voulait apporter en immobilier et passer du temps à s'investir là-dedans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a axé vraiment sur nos forces, qui était la construction, un peu le marketing, le branding dans notre entreprise, mais sans aller out large. Puis ensuite, on a essayé de trouver des partenaires qui nous complétaient dans ça. Donc, mettons, dans le groupe Victoria, on est 5 partenaires, fait que ça fait quand même beaucoup pour une petite entreprise immobilière, mais il va y en avoir qui vont être plus axés sur la partie empathique, humaine avec les locataires, donc faire les négociations avec les locataires, être capable de les rencontrer, parler avec eux, puis avoir beaucoup de pédagogie, la partie très analytique, chiffres, avec Pierre-Olivier qui est comptable, puis qui amène vraiment une autre dimension sur les financements, les structures de financement qu'on est capable de mettre en place. Moi, Élie, c'est plus la partie construction, fait que l'exécution, contrôle des coûts, le contrôle de la qualité de ce qu'on est capable de livrer. Puis on a aussi des éléments qui nous permettent d'unir tout ce groupe-là ensemble et qui fait qu'on a quand même une belle harmonie dans le travail de l'équipe qu'on est. Vous faites des masterminds, je crois, aussi là, pour soutenir un peu ce qui se passe, ces acquisitions, ces choses-là. Complètement. Bien, dans chacun des parcs immobiliers qu'on a, dès le départ, on s'est fixé des rencontres hebdomadaires. Fait que chaque parc immobilier, dont on est plusieurs groupes de partenaires, on a une rencontre de 1 heure par semaine. Ça dure déjà 2-3 heures souvent, puisqu'on fait ça le soir, puis on n'a pas de temps. Puis ça nous permet de voir les frustrations qu'il peut y avoir, les régler ça assez rapidement, et en même temps, avoir une gestion des tâches comme dans une entreprise, parce qu'au final, une fois qu'on achète des immeubles, on devient quelque part une petite entreprise, parce qu'il y a de la gestion à mettre en place, puis beaucoup de contrôle dans les étapes. Et de faire ces rencontres hebdomadaires, ça nous permettait justement d'avoir un suivi, et ça permet de créer un bon lien d'équipe et de travailler ensemble. Exactement. C'est super intéressant. Puis on a parlé un petit peu concernant pourquoi Sherbrooke au niveau des mises de fonds. Là. Vous n'êtes pas les seuls de Montréal, effectivement, qui ont descendu à Sherbrooke pour investir. Mais mettons, à part justement les mises de fonds, qu'est-ce qui t'a attiré envers la région de Sherbrooke? Là? Puis aussi, en fait, toute l'Estrie, parce que vous avez également des acquisitions à Granby. Là. Oui, complètement. Initialement, ce qu'on avait cherché, c'était une ville avec un fort potentiel de croissance et qui est axée sur une ville étudiante. Sherbrooke, c'est la seule ville à part Montréal qui a 2 universités, une francophone, une anglophone, un cégep. L'université était très développée. Puis on s'était arrêté sur 2 villes, c'était Sherbrooke et Gatineau. Puis on avait finalement décidé d'aller à Sherbrooke parce que Gatineau, en 2018, les loyers étaient quand même élevés et très stables dû au nombre de fonctionnaires qu'il y avait. Fait que les valeurs locatives allaient moins augmenter qu'à Sherbrooke. Tu t'es pas trompé. Exactement. On en parlait justement tantôt avec le coût par logement qui a augmenté depuis que tu as commencé à acquérir là, à 65 000 la porte versus 111 000 en 2023. Tu as probablement des immeubles qui ont pris extrêmement de valeur dans les dernières années. Là. Oui, et c'est là où c'est dur aussi de s'adapter en tant qu'investisseur et qu'acheteur parce que les premiers immeubles qu'on a achetés, les 6 logements, on payait ça 345 000 pour un 6 logements à rénover. Maintenant, le même 6 logements que tu nous amènes, il va être à 700 800 000. Puis on doit se dire que c'est un deal encore et il faut voir le potentiel dans ce projet-là, pareil. Oui, clairement. C'est là où c'est dur, mais c'est là où toi aussi, tu as beaucoup de pédagogie à faire avec nous, acheteurs aussi, ou les vendeurs aussi. C'est que la personne qui n'a pas acquéri depuis 5 ans, qui a acquéri dans le marché en ce moment à Sherbrooke, il n'est plus là du tout. Il faut qu'il se refasse justement, recalcule ses chiffres, recalcule le potentiel. Puis c'est ce que j'aime de travailler avec vous parce que vous avez suivi l'évolution du marché, vous avez suivi ce qui s'est passé, le potentiel. La MREX l'apprend quand même beaucoup aussi. C'est une entreprise, la MREX, qui vise à rendre les gens dans l'action, peu importe un peu les prix. C'est d'aller au-delà de ce qui est écrit sur papier. Là. C'est ça, au niveau de Sherbrooke, on en a parlé. Je voulais savoir, de ton point de vue à toi, que penses-tu du parc de Sherbrooke, mettons, les centres-villes, les immeubles,
les différents secteurs? Qu'est-ce que tu as remarqué au fil de tes acquisitions, par exemple? Euh, c'est en train de changer un petit peu. Sherbrooke, c'était quand même un parc immobilier qui était assez vieillissant. Ouais. Si on prend la partie du centre-ville, c'est un secteur quand même que dans les 20-30 dernières années, très peu entretenu, laissé beaucoup à l'en bas dedans, où il y a énormément de rattrapage qui est à faire. Ouais. Il y a 2 ans, on avait acheté des immeubles dans le centre-ville. La ville n'avait toujours pas de plan établi pour le redéveloppement du centre-ville. L'avait établi sur d'autres secteurs, mais en 2022, n'avait rien pour le centre-ville, parce que ce n'était pas une de leurs priorités. Ça devrait changer dans les prochaines années, fait que c'est sûr que le type d'investissement va changer. Au lieu d'avoir de l'étalement urbain, construction neuve sur un terrain prêt à bâtir, tu vas avoir du redéveloppement d'immeubles, de petits immeubles sur des grands terrains où tu vas pouvoir bâtir plus gros, fait des travails plus longs en tant que développeur. Ce qu'on est en train de faire, c'est, mettons, on le fait sur des immeubles qu'on a, ça prendra plus 2 ans, 3 ans pour redévelopper le terrain et être prêt à bâtir, plutôt que acheter un terrain en l'espace de 12 mois, on est prêt à bâtir là-dessus. Donc, ce changement-là, il va arriver à Sherbrooke, donc densifier l'existant. Aussi, on le voit, de moins en moins d'immeubles usagés, vraiment abîmés à vendre, parce qu'il y a eu beaucoup d'immeubles dans ce style-là qui ont été achetés dans le passé et rénovés au fur et à mesure des années. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de redéveloppement à mettre en place à Sherbrooke. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de parcs ou quand même plusieurs immeubles détenus par les mêmes propriétaires qui en ce moment sont acquéris par plus des groupes, un peu comme on vient de faire le portfolio de Candiac, 55 logements que vous venez d'acquérir. C'était un propriétaire qui avait ça dans le passé, qui n'a jamais optimisé, ces immeubles super bien situés. Vous rentrez là. Il n'y a pas nécessairement un énorme travail à faire au niveau de justement le CAPEX à mettre, mais au niveau de la gestion qui est peut-être un petit peu plus facile pour vous de votre côté. Oui, puis on travaille aussi avec les méthodes de financement qui nous avantagent à l'heure actuelle. Vu qu'on achète des immeubles ou des parcs immobiliers beaucoup plus chers que ce qu'on serait capable de les payer à l'heure actuelle, il faut qu'on soit créatif sur comment on les finance puis comment on va les rentabiliser sur moyen, long terme. Donc, par exemple, ce parc immobilier-là, on a été vraiment sur l'amélioration de l'efficacité énergétique. On augmente progressivement les revenus dus à ça et on réduit aussi les dépenses. Fait qu'au lieu d'avoir, mettons, 28-29% de dépenses d'exploitation, on va essayer de réduire ça à 24-23%. Fait que ça va augmenter juste notre cash flow et puis notre marge de profitabilité sur l'immeuble. Donc, c'est plus sur ces volets-là qu'on va essayer de jouer que juste la création de valeur très agressive comme ça peut être fait il y a 2-3 ans. Exact. Ça m'amène à parler d'un point justement. Comment tu fais pour, mettons, je t'envoie un listing VIP, mais c'est un acheteur VIP de ton côté. Je t'envoie un listing, tu l'analyses hyper rapidement. Comment tu fais pour transformer ce listing-là en deal? Tu peux me donner des trucs et astuces que tu as fait dans le passé? Je sais que vous avez fait des programmes de subvention, programmes de géothermie aussi. Si tu veux nous rentrer dans peut-être 1 ou 2 transactions en détail là, pour amener peut-être à un investisseur à revoir la manière qu'il voit les fiches pour peut-être prendre plus action parce que, veut pas, les taux baissent, il va en avoir des propriétés, il va en avoir des opportunités sur le marché. Fait que si tu peux amener ton expertise à un futur acquéreur, qui sait. Complètement. Dans le fond, mettons, ce qui est important de voir, c'est le potentiel futur de l'immeuble. C'est pas juste s'arrêter au prix de l'immeuble à l'heure actuelle, c'est de voir où c'est qu'on est capable de l'amener sur un horizon de 2-3 ans. Si on n'est pas capable de voir la profitabilité dans 2-3 ans, c'est de voir la profitabilité sur 5 ans ou 10 ans dans le projet en tant que tel. Fait que, mettons, quand on va analyser un immeuble, c'est de voir c'est quoi son portrait actuel de l'immeuble. Souvent, c'est, mettons, des immeubles qui vont être vendus au gros prix, les loyers n'ont pas été ajustés. On a une valeur locative médiane peut-être à 700 $ pour un immeuble qui va valoir 2 millions de dollars de 18 unités. Et comment on est capable de faire matcher les chiffres en tant que tel. Est-ce qu'il y a 10-12 000 de dépenses énergétiques? Si oui, c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour réduire nos dépenses énergétiques? Au lieu d'augmenter les loyers, on réduit nos dépenses. Ça va faire que c'est le même principe que d'augmenter les loyers. Ça va juste augmenter notre valeur économique en bout de ligne. Donc après, c'est de voir c'est quelle méthode qui existent pour réduire les dépenses énergétiques et qui sont encouragées par le gouvernement. Donc, si le gouvernement nous encourage en nous donnant des subventions sur la géothermie, sur les thermopompes, changement des portes et fenêtres,
ben, c'est des axes à prendre pour faire notre conversion énergétique. Et en parallèle, il existe le programme AFH Select de la SCHL où l'efficacité énergétique est encouragée. Donc, si on ne veut pas faire d'abordabilité, parce que l'abordabilité va couper notre rendement dans les prochains 5 ans, à cause qu'on ne va pas être capable d'augmenter le loyer comme on veut, ben, de mettre plus d'argent jour 1 pour réduire nos dépenses énergétiques puis se qualifier au programme, va permettre qu'après, on va se rattraper dans les prochains 5 ans sur les augmentations de revenus en tant que... Tu sais, on dirait que tu parles de géothermie. Je suis pas mal certaine que ça fait peur à plusieurs investisseurs. Là. Je ne sais pas si tu peux nous rentrer un petit peu en détail sur la fonction de comment vous l'avez rentré dans l'immeuble, quel type d'immeuble c'était, c'est quoi le chauffage qu'il y avait avant, par exemple, puis peut-être la prise de valeur aussi dans le futur, là, parce que, tu sais, on entend géothermie, puis on dirait qu'on entend que ça coûte cher. Là. Complètement. ça a coûté cher pareil, mais dans le fond, c'était... Comment tu as rentabilisé ça? Exactement. C'est ce qu'on veut savoir. Exact. C'était un immeuble de 15 logements. Il était chauffé à l'eau chaude. Okay. Les systèmes d'eau chaude étaient quand même en bon état. Et la composante de chauffage, c'était du gaz. Donc, c'est vraiment au gaz que ça fonctionnait. Il y avait un chauffe-eau au gaz aussi. Okay. Donc, on avait à peu près 12 000 de dépenses énergétiques sur cet immeuble-là. Quand on l'a calculé, mettons avec un système de géothermie, on était capable de réduire de 60% nos dépenses énergétiques sur cet immeuble-là. Donc, la plus-value qu'on allait chercher ne payait pas 100% du système, parce que le système, ça coûtait 120 000 $, sur lequel on est capable d'aller chercher à peu près 40 000 $ de subventions gouvernementales. Mais par contre, ce que ça faisait, c'est qu'on était capable d'aller chercher 70 points APH avec un mix géothermie plus abordabilité. Donc, sur cet immeuble-là, ça fonctionnait dans nos proformas de dire d'avoir 40% de logements abordables, plus d'aller chercher 20% d'amélioration de l'efficacité énergétique, ou 25%, je ne me souviens plus exactement ce qu'on a été chercher. Mais ça nous permettait justement d'aller chercher le financement qui nous permettait de repayer nos travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc, parce que sur cet immeuble-là, on ne voulait pas changer de porte et fenêtre, pas faire nécessairement d'autres travaux d'amélioration. C'est ça qui venait le plus. Ouais. C'était le plus logique dans cet immeuble. Et quand on l'a fait, ça a été quand même assez simple en tant que tel. On a fait une étude de faisabilité. On a regardé qui étaient les sous-traitants dans le secteur. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vraiment des experts qui font ça. Et on a dû doubler la superficie de la salle mécanique. Donc, ça prend quand même de l'espace dans la salle mécanique. Nous, on a dû la doubler pour entrer les systèmes. Vous avez pris en considération un logement pour faire ça ou c'était déjà assez grand? On a dû condamner 2 lockers pour être capable d'agrandir la salle mécanique. On avait vu que quand on a fait l'étude de faisabilité, on avait quand même assez d'espace. On avait vraiment de l'espace perdu dans la sous-sol, en fait. Donc, on a dû juste couper les lockers pour faire les portes, les accès pour les machines. C'était vraiment le plus gros travail intérieur qu'on a fait en tant que tel. Après, sinon, le sous-traitant, il a tout pris en charge, le forage, l'installation, puis le terrassement par la suite. Fait que ça a quand même vraiment bien été, oui. Vous allez avoir une prise de valeur qui va permettre vous ne payez pas le système au complet la première année, mais dans le futur, avec la prise de valeur que vous avez eue. Bien, dans le fond, dans le système qu'on avait mis en place, on avait pris un financement court terme 12 mois. Okay. On a fait donc l'installation du système de géothermie en dedans du premier 12 mois. Notre refinancement au bout de 12 mois, c'était en APH. Ce refinancement-là nous a permis de récupérer les fonds investis pour la mise en place du système de géothermie. Donc, on a récupéré nos fonds dans 12 mois. Maintenant, dans cet immeuble-là, on a très peu de fonds gelés. Okay. Puis, on est correct pour le garder pour le prochain 5 ans. Vous êtes vraiment plus dans la détention, là. Oui. Détention long terme de tous les immeubles que vous acquérez. Complètement. On va essayer de chercher une réduction de la mise de fonds dans le premier 12 à 24 mois pour après une détention, mettons, 5 à 10 ans de l'immeuble et avec une amélioration progressive sur le prochain 5 ans pour augmenter le cash flow des immeubles. Et c'est ça notre... OK. C'est super intéressant, honnêtement. Si on peut terminer peut-être avec quelques défis que tu as eus dans les dernières années où le marché a extrêmement changé, veux pas, puis vous n'avez pas non plus... Il y a des gens qui se sont juste retirés, il y a des gens qui ont commencé à investir qui n'investissaient pas avant. Vous avez été là avant la pandémie et encore aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des défis que vous avez eus? Bien,
évidemment, vous en avez eu. On avait un portfolio ensemble, justement, qu'on était censé financer, prêteur privé, finalement. Enfin, en tout cas, on a eu des situations. Donc, je ne sais pas si tu veux en parler peut-être de un ou deux. Ouais. Les principales difficultés qu'on a eues, on a eu les difficultés de trouver des entrepreneurs en construction il y a 2 ans. C'était vraiment très compliqué. Maintenant, c'est très, très bien. On a vraiment une équipe qui est très bonne en place pour toute la partie gestion des travaux, l'exécution des sous-traitants, etc. À l'heure actuelle, mettons, les principaux défis qu'on a, c'est des défis de montant d'investissement à mettre dans les projets parce que les financements requièrent plus de mise de fonds, plus de projets et démontrer vraiment plus d'équité dans les projets. Les prochains défis qu'on s'en va, c'est vraiment des défis de cash flow, d'avoir de la récurrence dans les rendements qui rentrent, à être capable de pallier les hausses de taux qu'on a, les mouvements de marché qu'on vit. Mais je pense que pour pallier ces défis-là, c'est de rester actif et c'est de toujours continuer à s'entourer de personnes qui sont actives dans le marché. Exact, parce qu'on a toujours un ami ou un collègue qui va avoir eu un défi, d'en parler avec, on va avoir des idées pour être capable de régler les problèmes qu'on a. Donc, moi, je pense que de rester actif dans le marché, ça permet qu'on n'est jamais réellement déconnecté dans ce qu'on fait, puis on n'a jamais vraiment un gros gap. Oui, on a toujours des difficultés, mais il y en aura toujours. Avec des gens qui connaissent de quoi ils parlent. Au niveau du financement, ça prend quelqu'un à jour. Au niveau de l'immobilier, ça prend quelqu'un à jour. Il faut juste comme rester toujours dans le marché puis être au fait des nouvelles puis des nouvelles réglementations aussi qui arrivent. Là. Fait que c'est quand même un gros projet puis un gros milieu. T'sais, on a fait une transaction ensemble récemment. On s'ajuste sur ce qu'on fait aussi. T'sais, avant, on allait peut-être d'une telle manière. Finalement, on rentre d'une autre manière. Fait que c'est juste de voir puis aussi de faire le coaching à ces vendeurs-là que eux, le vendeur là, qui vend son immeuble, souvent, c'est parce qu'il n'est plus dans le marché d'acquisition du tout. Fait que lui, c'est un peu la petite école de comme... Puis quand tu fais affaire avec des gens, c'est de leur montrer en tant que courtier que tu les connais, qu'il faut que leur fasses confiance. Puis à un moment donné, il n'y a jamais rien de certain, mais il faut quand même mettre le pied dedans puis commencer le processus. Oui, puis des difficultés, mettons, qu'on a eues dans la dernière année, mettons, ensemble, ça a été vraiment d'être capable de faire de la pédagogie entre le vendeur, comme tu dis, qui s'est retiré du marché, puis les acheteurs qu'eux, ils vont pousser pour avoir la meilleure stratégie en place à l'heure actuelle et d'être capable de tempérer un peu les deux pour trouver le parfait équilibre et faire que ça marche. C'est là la difficulté, puis c'est le secret, en fait, c'est d'une transaction réussie. Ouais, clairement. Bien, je voulais féliciter pour toutes les transactions qu'on a faites ensemble. C'est un plaisir de travailler avec toi tous les jours. Donc, merci à tous pour nous avoir écoutés et au plaisir de se rencontrer dans une autre podcast PMML. Merci, Julie. Merci beaucoup. Bye.